La situation socio-économique ces 2 dernières années au Bénin, c'est incontestablement l'un des sujets d'intérêt sur lequel la masse populaire est fondamentalement divisée, les intellectuels aussi, qui, pour décerner un satisfecit à l'équipe dirigeante qui, pour la clouer au pilori. À titre illustratif, la récente marche manquée des bonnes dames. Le sujet s'invite au cœur de ce nouveau numéro de votre émission Débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les casseroles sont vides. Suffit la faim. Trop, c'est trop. On en a marre. Telles des complaintes, ce sont des mots scandés en chœur par des femmes du MFL-PP, Mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social, comme cri de ralliement avant une marche historique sur le palais de la Marina, mais qui finalement n'aura pas lieu. Elles ont été contraintes par les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux à tenir un sit-in en lieu et place de la marche pacifique de protestation. Protestation contre le coût de vie trop élevé, protestation contre la morosité économique. Ce fut carrément un procès contre le modèle économique imprimé par l'équipe en place. Patrice Talon, incompris dans ses choix économiques ou nécessité pour le chef de l'exécutif de définir un nouveau paradigme. Des éléments d'appréciation dans un instant avec nos invités. Le débat, nous le ferons autour du thème « Situation économique du Bénin à l'ère du nouveau départ ». Quelle perspective d'ici 2021 ? Avant de retrouver nos invités du jour, place à la revue de presse. Et nous retrouvons Kodovia Metonou pour le point de l'actualité, mais tel vu par les journaux dans le parution du jour. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Etodi. On peut commencer par souhaiter bon week-end à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Ça c'est vrai, c'est le dernier jour pour l'instant en revue, Tout à fait. Mais quant à l'essentiel du travail, il se poursuit dans l'ombre. Tout à fait. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental en ce qui concerne la une des journaux aujourd'hui ? Tout le monde attendait la rencontre gouvernement-syndicat, la rencontre de jeudi, pour quand même savoir si l'année connaîtra toute autre couleur sauf la couleur blanche. Mais malheureusement, à queue de poisson, cette énième rencontre s'est achevée au grand désarroi de beaucoup de citoyens. Kodovi, je vous laisse plutôt le plateau. Merci donc à vous. Ce n'est pas ce qui préoccupe le quotidien. La dépêche voit autre chose, ce progrès de la rupture en si peu 2 jours et constate que c'est un grand paravent avant l'Élysée. Donc le chef de l'État qui travaille donc à relever donc beaucoup de défis. Paris donc avant la rencontre tant attendue avec le président français Emmanuel Macron. Non-installation des membres du COS l'EPI, une attitude méprisante du législatif du moins selon Victor Tokpanou. La société civile exige l'installation du COS l'EPI. La nouvelle tribune, lutte contre la corruption, Talon peine à convaincre, ces têtes qui doivent tomber. Vous avez donc la photo illustrative des uns et des autres à la une du quotidien. Puis la source de l'info, énième échec des négociations gouvernement-syndicat. Wadaï a-t-il péché par ignorance et inexpérience? Le président Talon doit revoir le casting de ses émissaires, préconise le quotidien. Maître Robert Dossois à propos de la réforme du système partisan. Il n'y a pas de multipartisme restreint, ce serait une stupidité. Puis le confrère de la matinée, dialogue social, encore un cuisant revers pour le gouvernement à cause des défalcations sur salaire pour fête de grève. La menace d'un saut d'humeur plane à nouveau chez les magistrats. Le nouvel observateur au 4e rang du dialogue social, échec et maths, le gouvernement, la grève continue. Et puis le COS-LEPI, toujours le COS-LEPI, une délégation consulaire des États-Unis échange avec la minorité parlementaire. Et puis les magistrats prêts à encore battre le macadam. Michel Adjaka, la rupture adore la grève et n'aime pas la paix. Quotidien matin, libre d'ailleurs pour terminer. Demande de levée d'immunité, poursuite de députés et ministres. Dayori, un bon prétexte pour le BMP. Comment la communication autour du dossier CNCB plombe le projet, puis concertation pour le dialogue social. Le ton monte d'un cran. Le syndicat claque la porte. La rétrocession donc des défalcations d'abord, ça se complique avec les grèves. Merci Kodovi. À maintenant, le sujet a abondamment été relayé. Ce 4e round qui était
très attendu, mais qui n'aura pas accouché de grandes choses. Mais comme c'est de tradition, je ne vais pas faire d'arrêt à ce niveau. Je vous laisse plutôt choisir le titre que vous voudrez bien aborder avec nos téléspectateurs. Bon, si c'est cela votre choix, eh bien, je me plie à ça et je pense que le titre à la une du journal La Dépêche, par exemple, me préoccupe bien. C'est prouesse de la rupture en si peu de jours. Le Grand Paris avant l'Élysée. Alors, vous avez déjà entendu dans ce pays, le ministre des Affaires étrangères avait dit que le Bénin n'était pas assez propre pour recevoir des personnalités de marque. Alors, je pense qu'en dehors des ordures qu'il faut quand même enlever, c'est bien sûr des citoyens à col blanc qui constituent des délinquants financiers, qui sont aujourd'hui des pourritures que la rupture doit pouvoir donc libérer afin que l'image du Bénin soit davantage, en tout cas bien, aux yeux de la communauté internationale. Et donc, si vous suivez un peu l'actualité, vous verrez le dossier faux médicaments, CNCB et levée d'immunité. C'est autant de dossiers qui montrent qu'effectivement, dans la République, on est occupé à travailler donc pour assainir les finances publiques, occupé à travailler donc pour lutter véritablement contre la corruption et donner donc l'impression à la communauté internationale que tout est au beau fixe dans la République. Mais lorsque nous savons que nous sommes dans un État démocratique où le baromètre même de ce principe de démocratie, c'est les élections à bonne date et de façon constitutionnelle et qu'aujourd'hui, le COSLEPI n'est pas installé, ce qui a même préoccupé l'ambassade américaine au Bénin qui a d'ailleurs échangé avec la minorité parlementaire. Lorsque vous savez que les grèves sont là et que l'année tend vers une certaine couleur que personne, en tout cas, qui est redoutée de tout le monde, je ne sais pas ce qu'on est allé, en tout cas, on est tenté d'aller vendre en France, lorsque aujourd'hui c'est la communication autour de ce rendez-vous Macron-Talon qui est davantage alimenté par la presse tel qu'on le connaît désormais, je crois que cela ne guide pas de quelque chose de très beau. Encore qu'on ne sait pas si le chef de l'État veut voyager avec le patronat, parce que en France, lorsque Emmanuel Macron se déplace, peu importe ses divergences avec ses opérateurs économiques, c'est bien sûr cette délégation qui l'accompagne pour aller décrocher les marchés. Alors lorsque le Bénin est assaini, lorsque les finances publiques sont assainies et qu'on ne puisse pas se déplacer avec les opérateurs économiques pour aller décrocher des marchés, je ne sais pas si ça vaut la peine vraiment ce rendez-vous tant attendu. C'est un rendez-vous qui compte pour beaucoup. Il faut y aller. Paris, c'est une destination dont on ne saurait se passer. Vous êtes David Kodovia Métonou. De l'autre côté, on me dit que c'est terminé. Je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine, sans doute, pour revenir sur cette énième rencontre manquée et attendre la décision qui sera issue de la rencontre avec la base, parce qu'ils ont averti. Ils repartiront vers la base et prendront les décisions qui s'imposent. Ce qu'il y a à craindre beaucoup plus, c'est les magistrats qui menacent de reprendre. Ça va se régler, ne vous en faites pas. Le chef de l'État veille aussi au grain. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, l'instant revue des titres du jour, c'est terminé pour cette rubrique. Excellent week-end à vous. On se retrouve lundi. La situation socio-économique ces 2 dernières années au Bénin, l'un des sujets d'intérêt sur lequel la masse populaire est fondamentalement divisée, les intellectuels aussi, qui, pour décerner un satisfecit à l'équipe dirigeante, qui, pour la clouer au pilori, à titre illustratif, la récente marche manquée des bonnes dames, le sujet s'invite au cœur de ce nouveau numéro de votre émission débat 100% BD. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les casseroles sont vides, suffit la faim, trop c'est trop, on en a marre, telles des complaintes. Ce sont là des mots scandés en chœur par les femmes du MFL-PP, Mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social, comme cri de ralliement avant une marche historique sur le palais de la Marina, mais qui finalement n'aura pas lieu. Elles ont été contraintes, ces femmes, par les forces de l'ordre, dépêchées sur les lieux, à tenir un sit-in en lieu et place de la marche pacifique de protestation. Protestation contre le coût de vie trop élevé, protestation aussi contre la morosité économique. Ce fut carrément un procès contre le modèle économique imprimé par l'équipe en place. Patrice Talon, incompris dans ses choix économiques ou nécessité pour le chef de l'exécutif de définir un nouveau paradigme. Mesdames, Messieurs, des éléments d'appréciation dans un instant. Le débat, nous le ferons autour du thème « Situation socio-économique du Bénin à l'ère du nouveau départ ». Quelle perspective d'ici 2021 ? Déjà sur ce plateau, en ma compagnie, juste Flavius et Winsou,
précédemment délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, entrepreneur béninois vivant au Canada. Il est un observateur très averti de l'actualité socio-économique et politique de son pays. De passage, Sika sonore de le recevoir pour vous. Juste Flavius Wissou, bonjour. Bonjour, M. Joël. Merci de nous rejoindre. Merci. Et le séjour, comment ça se passe? Très bien. En face de lui, Mathias Rundanubo, économiste financier. Il a eu à occuper plusieurs postes de responsabilité l'ayant conduit à piloter pendant plus de 2 décennies nombre de réformes au sommet de l'État. Depuis peu à la retraite, son passe-temps, la consultation, mais aussi l'actualité politique. Il est désormais acteur politique, président du RPDU, un parti soutenant les actions du régime au pouvoir. Mathias Rundanubo, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi le merci. Une situation socio-économique de plus en plus intenable pour le panier de la ménagère. Les bonnes dames béninoises, casseroles en main, ont entrepris d'aller à la rencontre, non du chef de l'État, de leur fils, pour reprendre leur expression, mais pour lui signifier de vive voix la situation, simplement la peine qu'elle a l'heure de subvenir désormais à leurs besoins, à ceux de leur famille. Mais l'intention, mesdames, messieurs, ne sera pas concrétisée. Retour sur image de l'événement du 20 février dernier. Ensuite, on reviendra sur ce plateau. Donc, avec la complicité de la régie, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir suivre le reportage. Très tôt ce mardi à Cotonou et sur un rayon d'environ 1 km, toutes les voies d'accès à la Bourse du Travail, 6 en plein cœur de Cotonou, ont été bloquées. Cet important dispositif sécuritaire déployé sous la conduite du préfet du littoral, Modeste Toboula, qui a tenu à faire le déplacement, a empêché les femmes d'atteindre leurs objectifs. On ne peut pas, dans un pays de démocratie, on ne peut empêcher personne de marcher. À plus forte raison, les femmes. On ne peut empêcher personne de marcher. À plus forte raison, les mères. On ne peut empêcher personne de marcher. À plus forte raison, les pauvres qui souffrent. À l'appel des associations de femmes et munies de leurs casseroles vides pour exprimer leur mécontentement face à la situation socio-économique du pays, ces femmes qui entendaient marcher jusqu'à la présidence de la République ont dû se résoudre à rester à la Bourse du Travail. Aujourd'hui, ces femmes-là ont dit qu'elles vont faire une marche de façon pacifique. Elles ont quitté tout le Bénin entier. Et voilà ce que le président dictateur Patrice Talon leur réserve. C'est un mur de policiers, une horde, avec des engins de guerre. Et la maison des travailleurs, la Bourse du Travail a été encerclée depuis hier. Il refuse de les rencontrer, il les réprime, il leur refuse même le droit de se regrouper à la Bourse du Travail. On viole la Bourse du Travail, on empêche que le peuple ait accès. La circulation a été perturbée dans Cotonou ce matin-là. La signification, c'est que le président, effectivement, veut gouverner seul. Le président ne veut entendre personne. Cette mobilisation, à l'initiative du CONARAB, l'Organisation des commerçants et artisans du Bénin, promet revenir à la charge une prochaine fois. Elles ont pu donner de la voix, et leurs voix ont été portées par les hommes des médias, mais n'ont pu s'adresser au chef de l'État. Elles pensent revenir dans pas très longtemps à la charge pour rééditer ce qu'elles avaient prévu. Chers invités, vous avez suivi cet élément récapitulatif. Je me retourne vers Mathias Rundanubo. Quel est le regard d'abord citoyen, le regard du citoyen, et ensuite du technicien et de l'acteur politique? Merci beaucoup, M. Joël. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que, effectivement, les temps semblent un peu durs. Semblent un peu durs. Parce que, vous voyez,
On apprécie d'abord la mobilisation, l'initiative des femmes et après on va apprécier le fond. Oui, je dis que c'est de bonne guerre. Vous ne pouvez pas avoir faim, rester à la maison et dire ah, on attend. Non, il faut que vous vous exprimiez. Et je crois que c'est cela. Donc c'est légitime. L'essentiel que cela se fasse dans un ordre. Parce que n'oublions pas, nous sommes en démocratie. Et la démocratie veut dire quoi? Il y a l'opposition et il y a les partisans. Pouvoir. C'est une démocratie. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ben, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière les actions de mobilisation. On ne sait pas toujours. Et ce qui, ici, a chagriné ces bonnes dames, oui. Le refus de l'autorité préfectorale de les laisser effectuer la marche comme elle l'aurait souhaité. Et vous l'appréciez sous quel angle? Non. Premièrement, je doute fort que ce soit un refus dans le sens de question de principe. Je doute fort. Vous le voyez sous quel angle? Je vois peut-être que, selon peut-être certaines enquêtes, puisque c'est un pouvoir qui est en place, peut-être que les gens craignent le dérapage que cela peut engendrer. C'est pour cela que je dis que c'est de bonne guerre. C'est une bonne initiative. Maintenant, nous sommes en démocratie, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Ça, c'est vrai. Juste Flavius. Merci Joël. Je vais d'abord remercier mon contributeur et je vais rebondir rapidement sur certains mots qu'il a choisis. Et moi j'ai le cœur fendu en voyant cette image et lorsqu'on utilise le thème de bonne guerre, je pense que ce n'est pas d'abord approprié. Oui, les gens ont faim. Qui les affame, c'est Patrice Talon. C'est Patrice Talon qui affame le peuple béninois et les femmes béninoises, les femmes qui manifestent. C'est lui qui les affame. Vous ne trouvez pas un peu excessif ce que vous dites là? Non, pas du tout. C'est lui qui nous affame. Bon, j'espère que vous allez vous expliquer. Oui, parce que eux aussi, mon contradicteur vient de dire quelque chose. Il dit il faudrait que cela se passe dans un ordre. Oui, c'est important. Oui, personne ne veut semer le désordre. On veut marcher, ce sont nos mères. Nous sommes tous issus d'une mère. Patrice Talon, en premier, la première personnalité de notre pays. Ses mamans ont faim et se sont jetés dans la rue. Voudraient rencontrer leur fils. Et lui, il dit non. Une mère, elle a quoi? Elles ont des casseroles, des marmites, des louches à la main. Mais je ne vous interromps pas, mais rien ne vous dit qu'à cette rencontre, qu'il n'y en a pas dans le lot qui veuille jeter la casserole. Pourquoi nous avons toujours cette intention? Pourquoi on ne peut pas nous faire confiance? Pourquoi le peuple, notre peuple, ne peut pas... Pourquoi les autorités ne peuvent pas avoir confiance à son peuple? Une mère, est-ce qu'une mère est si folle pour jeter la casserole à la figure de son fils? Pourquoi ne pas laisser sa maman venir vers soi, exprimer ce dont elle a besoin et écouter en tant qu'enfant digne de cette maman? Et on a peur. On a peur de quoi? On a semé quoi pour avoir peur? C'est ça le problème. Lorsqu'on dit qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça, et on n'est pas étranger dans ce pays-là. On a vu par le passé, on n'a jamais jeté de la casserole dans la figure des autorités dans ce pays. C'est les femmes surtout. C'est ça qui est plus énervant dans cette affaire. Ce sont des femmes. Si on voyait des jeunes, les désœuvrés, les gens qui n'ont pas de... Les bandits, on pouvait se poser beaucoup de questions. Mais des femmes, la moindre des choses à faire, c'est de sécuriser la marche et de les laisser aller exprimer ce dont elles voulaient exprimer. Sincèrement, c'est un regret. C'est un regret. Bon, l'opinion reste libre. Oui, vous avez quelques réactions avant que je ne pose des questions qui sont liées? Non, en fait, en matière de réaction, moi, je n'en ai pas. Je continue de dire, je continue de dire. C'est nos mères, c'est nos femmes, c'est nos tout et tout. Okay. Mais le pouvoir en place a des éléments d'appréciation que je n'ai pas, que lui non plus n'a.
Et je sais que le pouvoir en place a laissé des marches se dérouler dans ce pays. Et je doute fort que pour ce qui concerne nos femmes qui sont sans armes, ils n'aient pas pu, ils aient voulu vraiment canaliser ces marches. Si le pouvoir en place a pu laisser passer des hommes, le FSP a marché plusieurs fois ici. S'il a pu laisser passer ça, c'est les femmes. Les femmes que vous connaissez, c'est en face de ces femmes-là qu'on va avoir à craindre pour la sécurité de notre pays. Mais mon frère Jules, justement, c'est pour cela que je dis qu'il y a des éléments dont nous ne disposons pas. Et que le pouvoir a toute la superstructure, la richesse de posséder et de prendre des décisions en connaissance. Moi, j'aurais appris, et c'est pour la raison, moi je vais dire, c'est parce qu'on dit que ça donne une mauvaise image du pays. On ne peut pas à tout le temps laisser les gens marcher comme ça et les femmes avec la casserole à la main. C'est la raison pour laquelle on dit une mauvaise image du pays. La bonne image du pays, c'est la démocratie. Notre démocratie permet la liberté d'expression. Les marches, c'est enchâssé dans notre constitution. Ça, c'est mais on apprécie, avec votre permission, la belle image qu'on aurait pu donner de notre pays, de laisser librement les gens marcher. Je doute fort que ce soit uniquement à cause de cela que les responsables... Bon, officiellement, oui, officiellement, des éléments d'appréciation profonds n'existent pas, mais par rapport au contenu du message des bonnes dames, j'aimerais quand même avoir de vos réactions. Ces femmes estiment que le panier de la ménagère est vraiment dans une situation critique. Oui. La situation économique elle-même semble beaucoup plus délétère et c'est difficile désormais de s'offrir régulièrement 3 repas. Vous, Mathias Ndanumbo, vous êtes de la masse. Pépé, oui. On vous appelle ailleurs, j'imagine. Oui. C'est quoi le constat du quotidien dans votre environnement immédiat? Non, je dis quelque chose qui est très clair. C'est vrai. Actuellement, c'est un peu difficile. Mais pourquoi? Cela ne veut pas dire que la situation économique du pays est délétère, on en reviendra. Ok. Ça veut dire quoi? Le mécanisme de redistribution de la richesse nationale a changé, ou du moins est en train de changer. Et les canaux par lesquels certains transferts parviennent à la population pour que cette population, ces acteurs économiques aillent sur le marché économique pour pouvoir acheter, pour faire promouvoir les activités de vos dames, ça a changé. Troisièmement, il y a le fait qu'on a entrepris des réformes qui ont engendré pas mal de choses. Je sais, l'informel, on est en train de mettre fin à l'informel. Parce que, n'oubliez pas, la nature de l'économie de notre pays. Depuis les années 2000, où on a commencé le programme d'ajustement structurel, on a toujours constaté que l'informel est fortement dominateur. Et on l'a préservé, juste parce que à l'époque, c'était la soupape de sécurité. C'était le moyen par lequel les gens se débrouillaient. Les gens ne se plaignaient pas, on faisait nos réformes, ça marchait. Mais on ne peut pas laisser cela pendant tout le temps. Et le gouvernement en place est arrivé à un moment où nous sommes en train de faire une transition fiscale. Il faudrait de plus en plus fiscaliser le secteur informel. Fiscaliser le secteur de l'informel, le chef de l'État en a donné le ton, déjà des actes en cours, avant de les apprécier. Juste Flavius, oui, et les bonnes dames, comme je le disais à votre vis-à-vis, et vous l'avez suivi, ont martelé. C'est de plus en plus difficile, et pour d'autres déjà impossible, je ne sais pas si c'est dans l'excès qu'elles l'ont dit, de pouvoir joindre régulièrement les deux bouts. Subvenir aux besoins des enfants, c'est un calvaire. Vous savez, le symbole des casseroles, ce n'est pas seulement la faim. C'est quoi en plus? Ça cache. Quand tu n'as pas mangé, il y a la maladie qui est là. Quand tu ne manges pas à ta faim, il y a la maladie. Il y a plein de choses derrière le symbole des casseroles. Tu ne peux plus scolariser tes enfants à l'école.
Tu ne peux pas te soigner toi-même. Il n'y a pas de moyens. Les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux. Moi, je dirais que je suis chanceux d'être fils de paysan, très pauvre, et je sais ce que c'est que manger à la maison quand il travaille. J'imagine ma maman qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de ses enfants, qui n'arrive plus à donner les 3 repas à ses enfants. Quel serait l'état d'une mère qui n'arrive plus à nourrir convenablement ses enfants à la maison? Heureusement que mon contradicteur a reconnu que les temps sont durs. Si les temps sont durs, pourquoi ne pas essayer de faire... Vous avez dit qu'il y avait un mécanisme de redistribution qui est en train d'être changé. Je vais vous dire, c'est tout un grand péché de changer un mécanisme qui donne accès au repas, qui donne accès à la santé, et de continuer de maintenir les gens dans une précarité. C'est tout un péché d'un régime. La priorité des choses, c'est de tout faire pour que les besoins fondamentaux de l'homme, se vêtir, se nourrir, se loger, et je ne sais pas ce qui suit, se soigner, s'instruire, c'est la priorité des priorités. Un gouvernement ne vient pas pour brimer ces priorités-là d'entrée dans les actions de son gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque mon contradicteur dit qu'il faut mettre fin à l'informel, je vais vous dire quelque chose. Je suis allé plusieurs fois à New York, en France, chez moi au Canada. L'informel là, même les pays développés n'ont pas pu mettre fin à l'informel. Mais il ne faut pas structurer un peu, réorganiser. On encadre l'informel. On encadre l'informel. On ne supprime pas l'informel. On ne détruit pas l'informel. L'informel représente la base aussi de notre économie. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsqu'on me dit qu'on va supprimer l'informel dans ce pays, on va redessiner les chapitres. Moi, sincèrement, je ne sais pas à quoi, qu'est-ce que vous avez prévu pour recaser ces gens-là. Ces gens que vous chassez au bord des rues, et les vendeurs ambulants, tout ce monde-là. On prévoit quoi? Avant de passer à cela, il y a un plan en arrière. Et on met déjà ce plan en avant de pouvoir... commencer par restreindre ces genres de trucs. Mais aujourd'hui, on est venu les yeux fermés, sans pitié, sans état d'âme. Et on a détruit tout. Et peut-être qu'il y a ce monde, restez tranquille. C'est ce monde qui a élu le régime, qui a fait venir Patrice Talon. Vous parlez des gens de l'informel? Les gens de l'informel. Oui, ils ont participé à l'élection de Patrice Talon. C'est eux qu'on ramasse. C'est le bétail qu'on a ramassé pour aller les lire. Vous savez les conditions dans lesquelles Patrice Talon a été élu ici. Personne ne le voyait venir. Mais le peuple a décidé d'aller. On a menti aux gens. Lui-même a menti. Comment ça? Lui-même a menti. Il n'a pas menti. Regardez ce qu'il a dit partout. Quand je vais venir, quand je serai là, je ferai ci, je ferai ça, ce serait de l'argent en abondance, ce serait ci, ce serait... Bon, il a tout dit, sauf la vérité. Vous avez suivi cette vidéo, moi je ne veux pas me mettre ici. C'est la campagne aujourd'hui. Peut-être qu'il y a vous avez suivi le gouvernement qui a expliqué. Il y a tout un travail qui est fait et qui progressivement sera déployé pour permettre à ce que le grand nombre puisse avoir son pain quotidien. Et c'est suffit. Il a dit à Parakou, bien dans le nord, que le repas est sur le feu. Sincèrement, ce sont des trucs, des rhétoriques que je n'aime pas répéter, parce que ça m'énerve quand je vois ces images-là. Pensez-vous affamer un peu pendant 2 ans et continuer de dire que le repas est sur le feu? Dans quel pays de la sous-région, sur la planète Terre, on a vu ce genre de régime? Non, ne dites pas que ça, c'est nouveau. Même en Corée du Nord, on donne à manger aux gens, on répartit les est-ce que les gens... Oui, Mathias, je ne vois pas. Oui, non. Mon frère Jules, non, il ne faut pas exagérer. Juste, non, il ne faut pas exagérer. Non, je suis d'avis que pendant les campagnes pour son élection, c'est les réformes économiques et politiques qui étaient à son programme phare.
Et c'est sur cette base qu'il a été élu. Et qu'est-ce qui se passe puisque au bout de après 5 ans, on va lui demander de compte. Tout à fait. Et on va lui demander de compte. Et comme c'est une coalition au second tour qu'il a mené au pouvoir, il a pris le temps d'élaborer, d'améliorer son programme politique avec lequel il est allé en campagne. Il a amélioré avec les améliorations qu'a apporté la coalition qu'il a amenée au pouvoir, ce qui a donné le programme d'action du gouvernement. Moi, ce que je dis, vous savez que dans aucun pays, on ne peut vivre sans réforme. Et l'histoire est têtue pour nous au Bénin. Dans les années 80, au moment où on était, il y a eu destruction du système bancaire. On ne pouvait plus retirer 10 000 francs, même 1 000 francs à la banque. On ne pouvait pas manger. Et le maïs était devenu à Winoukoun, ou bien Nivakine. On cherchait cela. Et quoi encore? Les fonctionnaires ont cessé d'être payés, les retraités, pendant plus de 10 mois. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a été obligé de faire appel aux institutions de Bretton Woods pour nous faire avaler la Nivakine, qui est le programme d'ajustement structurel. Est-ce qu'il faut attendre tout cela? En ce moment-là, il y avait l'informel. Et c'est ça que j'ai expliqué. J'ai dit qu'on a vu qu'on ne peut pas supprimer l'informel. Mon frère Gilles, je ne dis pas qu'on veut supprimer l'informel. On veut l'encadrer, comme vous l'avez dit, mais par des réformes bien précises en allant vers une fiscalisation progressive. Mais les gens qui étaient habitués à ne même pas avoir recours au fisc et autres, étant entendu que nous sommes dans le creux de la vague actuellement, la fiscalité de porte ne porte plus parce que nous sommes dans une union douanière. Nous sommes dans chose là où la taxe douanière, ça ne rapporte plus. Donc, le Bénin a intérêt à améliorer le recouvrement de la fiscalité intérieure. Et entre autres choses, ce n'est pas augmenter les taxes. Le gouvernement ne l'a pas fait. Il a pensé qu'il faut élargir l'assiette. Et élargir l'assiette, c'est aller progressivement vers les zones où avant, il n'y avait pas de... Élargir l'assiette, on a élargi l'assiette aux alentours du président de la République seulement. C'est ce que nous on remarque. Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez de 1980. Oui. Je voudrais qu'on laisse... Il y a toute une génération. Depuis 90, oui. Il y a une génération. Il y a plus de 25 ans. 80, là, on connaît ce qui s'est passé. Et c'est ça qui a fait qu'on était allé à la conférence des forces vives de la nation. Oui. Depuis 90, oui. Tous les gouvernements qui ont succédé ici n'ont jamais fait ce que nous sommes en train, n'ont jamais fait ce que vous êtes en train de faire. Pas de réforme? Non. Le fait d'affamer le peuple. Non, c'est vous qui le dites, hein, monsieur Gilles. Non, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la réalité. Moi, je vais vous dire une chose. Vous parlez des réformes. J'ai été le premier, même quand j'étais du côté de Lionel Zissou, oui. J'étais d'accord pour des réformes. Oui. Dans tout pays, les réformes, même chez nous au Canada, ça continue. Je ne suis pas contre. Mais les réformes sauvages que j'ai vues dans ce pays, on ne devrait pas faire ces réformes face à ce peuple aussi faible. Oui. Lorsqu'on fait une réforme, oui. Et tout est réformé autour de soi, vous parlez de l'assiette qu'on veut élargir. Non, monsieur Oudongo, ce n'est pas du tout de ça il s'agit aujourd'hui. On fait des réformes, on fait une réforme pour encadrer, pour sécuriser. On ne fait pas de réforme pour détruire ce qui a existé, ce qui nous a amenés jusque-là. Le 5 avril 2016, on n'avait pas autant faim dans notre pays. Le 5 avril 2016. Si on avait faim, si le pays était sans dessus-dessous, Patrice Talon n'allait pas venir de Paris pour devenir président de la République ici. Le président Yahi Boni a laissé le pays dans un très bel état. Et monsieur, lui, il est venu. Il a tout saccagé. Il a tout détruit. Et maintenant, on veut me parler de réforme. Au village, allez dans les villages. Moi, je suis déjà allé au village. Oui. Dans ma propre famille, il y a des gens que je suis obligé de prendre en charge tout le temps. Des gens qui se nourrissaient par eux-mêmes.
Ils ne peuvent plus scolariser les enfants. Je vis avec mes enfants au Canada. Je dois m'occuper de ma charge là-bas. Désormais, je dois faire la même chose ici. Oui, Mais quel est le but de la réforme? Juste, Flavius, quand vous suivez votre vis-à-vis, il dit c'est pour que, dans un avenir très proche, que tout cela puisse se suffire. On peut procéder autrement, de manière plus douce, pas aussi brutale. Bon, Mathias, on doit vous faire un complément. Jules, un instant. Vous voyez, vous dites, on a tout saccagé. Activité économique et que rien ne marche. Mais en termes de croissance, et j'ai dit au départ que c'est une question de redistribution de revenus qui est posée. Nous sommes tous d'accord. Peut-être que les canaux ont changé et l'informel n'a plus beaucoup de jus pour pouvoir serrer dans son canot. En tout cas, ceci renvoie à la situation de l'environnement économique. L'activité économique, c'est clair. Hein? Vous voyez, au niveau de la croissance, la production, ça évolue. Nous sommes... Vous parlez de quelle croissance? Du coton? Non, je dis la croissance économique du pays. Le taux de croissance. Le taux de croissance à Abidjan, ils sont à près de 2 chiffres de taux de croissance. Allez voir comment le taux de... C'est des trucs sur papier, ça ne vaut rien. Il faut aller ressentir ça dans l'assiette de la ménagère, dans le panier de la ménagère. Non, je suis sérieux. Vous ne pouvez pas dire que ça ne vaut rien. Non, si ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, ça vaudra quelque chose. Il faut combiner cela. Il n'y a pas que la croissance économique. Il y a le gouvernement étant l'acteur économique principal, il y a l'activité du gouvernement. Et le gouvernement doit pouvoir dégager de l'épargne par rapport à ces activités pour pouvoir investir, faire des investissements productifs qui permettront d'augmenter la richesse nationale. Quel est l'investissement productif que le gouvernement a fait jusqu'à présent? Oui, mais en 2 ans, mon frère. En 2 ans. Mais ils sont en train de mettre les bases. Ça, je le dis. Nous, on va mourir avant on en vient. C'est pourquoi on a dit le thème, on a dit les perspectives. Oui. On est en train de constater, je n'ai pas nié la situation de choses là qu'il y a. Et on a dit, si nous prenons le domaine de l'inflation, parce que c'est des agrégats qui ne mentent pas et qui, mis ensemble, permettent d'apprécier les choses. Tout à fait. Maintenant, si le revenu national n'a pas les canaux appropriés pour être redistribué, là, il y a le problème qu'on constate. C'est pour cela qu'on peut avoir croissance à 10 chiffres, 20 chiffres, mais si le mécanisme de redistribution n'est pas chose là, les gens vont toujours souffrir. Mais ici, chez nous, c'est quoi? C'est que, nous n'avons même pas, c'est difficilement, même dans les régimes antérieurs, difficilement, on a dépassé 5%. Une seule fois. On a dépassé 5%. On a dépassé ça et au moins on a senti que les populations mangeaient bien. Mais je vous dis qu'en ce moment-là, le mécanisme du secteur informel n'a pas du tout été touché. C'est ça. N'a pas été touché parce que dans le processus de la réduction de la pauvreté qu'on a dit, jusqu'à un moment donné, il ne faut pas du tout songer à toucher à ce secteur. Malheureusement, le gouvernement qui est arrivé est dans le pipeline des OSRA, il faut nécessairement toucher puisque certaines décisions doivent être mises en œuvre pour que la fiscalité de porte soit totalement affaiblie. Et parallèlement, il faudrait améliorer la fiscalité intérieure. Et c'est cela. Mais il a été élu. Si, supposons si le président Zissou, Lionel, et le candidat Zissou était élu, mais il viendrait dans ce contexte, et c'est ça, il sera confronté à ça. Il aurait prévu des solutions avant? Non, il serait confronté à ça. Oui. C'est sûr que du jour au lendemain, les gens, c'est difficile à l'être humain de changer facilement. Même si c'est bon. Mais il faut prévoir des solutions avant de dire à l'autre de changer ses habitudes. Rien n'a été prévu. Moi, sincèrement, ce que vous dites, moi je suis consultant. Hein. Moi, je suis consultant, j'ai quitté certainement l'administration, mais je sais qu'il y a du travail qui se fait et il y a un délai de réaction
aux impacts positifs des réformes. Apprécions avec votre permission maximum, quelques actions phares pour pouvoir atteindre le mieux-être collectif prôné. Aujourd'hui, la formule chère au gouvernement en termes de pilier central sur lequel il va falloir actionner pour espérer avoir le trop-plein important pour une redistribution plus utile, c'est bien le partenariat public-privé. Le gouvernement a mis sur pied conséquemment un certain nombre de leviers pour espérer obtenir les résultats escomptés dans un délai raisonnable. Vous observez une sollicitation déjà même du côté de la diaspora. Ce partenariat public-privé, comment l'appréciez-vous? On attend beaucoup d'eux. Et comment, de l'autre côté, on compte jouer sa partition pour que ça puisse porter suffisamment de fruits? Je vais être sérieux avec vous. Oui, je le veux. Hein, je vais être sérieux avec vous. Et si M. Patrice Talon pourrait écouter cette émission, ça me ferait beaucoup plaisir. Le PPP, dans la forme actuelle, ne peut pas permettre aux investisseurs de venir ici. Pourquoi? Voilà. Oui. Parce que nous avons un président qui détermine. Le PPP, c'est un vaste chapitre. Hein. Tout à fait. Il y a plusieurs secteurs, plusieurs développements. Mais je vais résumer parce que notre population, dans un français terre à terre. Lorsque vous amenez un investisseur pour un projet, pour la construction de ce stylo, pour la fabrication de ce stylo, lorsque vous l'amenez, il faudrait qu'il travaille, qu'il ait une certaine sécurité sur un certain nombre d'années d'abord. Ça fait un. Mais il faudrait que cela soit basé sur une loi forte. Il ne faudrait pas que l'investisseur soit insécurisé par rapport à son travail. Vous comprenez ça? Tout à fait. Maintenant, ici, on vient. Notre loi, on a un PPP bancal. Ah bon? Et la Cour constitutionnelle, en son temps, l'avait invalidé dans sa forme. Et maintenant, il faut revoir tout ça là. L'investisseur étranger, moi je vais vous dire une chose. J'ai parlé à un investisseur, parce que moi je suis dans le réseau des affaires. Ça c'est bien. Lorsque je l'ai approché, il était d'accord. J'ai commencé par rencontrer certains opérateurs économiques. Mais lorsqu'ils ont découvert la manière dont on veut appliquer le PPP au Bénin, ils ont dit, mais Patrice Talon n'est pas éternel. Hein? Demain, il y a un autre président, il y a un autre régime. Ils voient que le contrat qui les lie n'est pas clair, n'est pas solide, n'est pas sur du long terme, même si c'est sur du long terme, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Un président qui vient, est-ce que nous aimerions avoir un autre président demain qui va venir démonter ce que Patrice Talon a fait? Jamais, ce n'est pas notre souhait. Donc, eux, les investisseurs, les opérateurs économiques, ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Ils ont dit, bon, si ce n'est pas bien réglé, nous, on ne peut pas investir dans un pays comme ça parce que demain, ça peut être une autre personne. Un PPP, ça peut être sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Lorsqu'il va venir, il peut, pour sa propre politique, pour chercher, il peut défaire tout cela. Donc, vous voyez un peu l'aspect de notre PPP. Si bien que, est-ce que vous voyez si les opérateurs économiques, les investisseurs étrangers, ils se bousculent à la porte du Bénin? Non, ils ne peuvent pas venir. Nous sommes en train de produire, comment on appelle, si vous regardez, c'est autour du président de la République seulement que tout se passe. Il n'y a pas un investisseur économique. Ce qu'il fait, c'est comment on appelle, les compagnies étrangères que lui-même, il a fait monter. Il est presque dans tout. Sinon, si ce n'est pas lui, c'est son parent à côté, c'est son cousin, c'est son ami. Tout cela, c'est eux qui gèrent notre pays. Notre pays, nous avons élu. Le pays doit avoir pour employé M. Patrice Talon. Mais le pays est devenu l'employé de M. Patrice Talon. Patrice Talon est devenu l'employeur. C'est de ça qu'il s'agit au Bénin. Bon, mon frère Gilles, non, je crois que au moins on est d'accord sur quelque chose. On est d'accord sur le fait que du fait des lourds investissements qu'on doit faire et autres, que l'aide au développement classique ne peut pas faire face à cela et qu'il faut trouver des financements novateurs. Tout à fait.
On est d'accord également que le financement novateur qu'il faut trouver, c'est à travers le partenariat public-privé. On a pris une loi parce que c'était la fougue d'après les élections. Et le gouvernement, ils ont dit qu'il faudrait qu'ils développent, ils ont des ambitions très importantes pour le pays, de gros investissements. Ils ont fait une loi, certainement la forme, pas la Cour constitutionnelle a attaqué la forme, mais le fond, je n'ai pas couru, et vous l'avez également affirmé, mais vous avez vu qu'il y a des insuffisances. Vous voyez, rien n'est elle. Il y a une relecture qui est en cours. Et dès que le gouvernement s'apercevra, et je suis sûr qu'ils vont suivre l'émission, ils s'apercevront que nous n'avons pas le financement voulu parce que dans le fond, notre loi PPP a des problèmes, c'est sûr qu'on peut faire une lecture de cette loi. Est-ce qu'on a besoin d'attendre jusqu'à ce point? Non, laisse-moi terminer. Parce que c'est quoi l'affaire? Vous avez donné votre avis et l'avis de certains partenaires publics que vous avez touchés qui ont fait des remarques. Moi, en tant que consultant dans le domaine d'ingénierie pour choses là, j'ai vu certains partenaires qui m'ont dit que c'est une aubaine. Et je vous dis, au moment où je suis en train de parler, je suis en discussion avec eux pour les introduire. Qui je dois. Donc, vous voyez, les avis et les choses là, ça diffère. C'est pour cela qu'on ne peut pas se hâter à rapidement changer, à relire une loi parce que 1, 2, 3 personnes ont dit non. Il faudrait qu'on mette cela en œuvre et on verra les insuffisances et on va Il faut procéder. mettre la loi sur le PPP en œuvre, quand bien même elle n'est pas parfaite. C'est ce que je suis en train de comprendre. Non, ce n'est pas... Maintenant, tout le monde n'a pas dit que c'est parfait. Il y a certains, d'autres trouvent ça parfait. Moi, j'ai au moins 4 partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'ingénierie. Ce n'est qui pas personnel, monsieur. Ce n'est pas parce que c'est pas... Ça doit être universel. Ça doit être unanime pour tout le monde. Ce n'est pas que telle personne va trouver ça parfait et l'autre va trouver ça imparfait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, mais... Je vais vous donner un exemple. Oui. On n'a même pas parfait la loi. Vous connaissez le dossier OFMAS. Oui, tout à fait. On a donné ce marché sous la forme de PPP. Ce marché, vous savez ce qu'il en est. D'abord, c'est illégal présentement. Le président de la République... Illégal, pourquoi? Mais bon, ça ne repose pas la loi sur la forme. La forme sur laquelle se repose le PPP. Donc, c'est pour cela que moi, je dis que c'est illégal. De l'extérieur, vous êtes plus informé que nous. Hein? Maintenant, 1 kilomètre de route que OFMAS va faire. Oui. Nous sommes à presque 1,5 milliard pour 1 kilomètre de route. Oui. Presque plus de 3 fois le prix normal des constructions routières dans la sous-région et même en Occident. Oui. C'est trop cher. C'est pas normal. Et ils ont donné, ils ont décaissé. La loi des PP, c'est quoi? Je vais vous dire. Il faut faire la réception de l'ouvrage. D'abord, quand vous venez, vous êtes investisseur. Vous fabriquez ce stylo. Il faudra que le gouvernement réceptionne ce stylo pour voir est-ce que ça a respecté les normes de conformité. Lorsque ça ne rencontre pas les normes de conformité, le gouvernement dit il faut arrondir cet angle, il faut faire ci, il faut faire ça. Lorsque ce sera parfait, nous on dit OK. Oui. Le gouvernement n'a même pas attendu. Ils ont décaissé 30% de ce montant en catimini. Ils ont débloqué ça. Et on dit PPP là. PPP c'est quoi? C'est un investisseur étranger. Mais nous on prend notre argent, l'argent du contribuable, et on donne ça à des amis pour dire qu'on veut construire en forme de PPP. Ça là, si on veut attaquer ça, on va l'attaquer en justice, ça va chuter, ça va tomber comme des châteaux de cartes. Mais il faut l'attaquer. Moi je ne vois pas. Mais si il faut attaquer. C'est pour cela qu'on dit hein, dans les réformes, il faudrait un pouvoir judiciaire vraiment fort et un équilibre positif et constructif de choses. On ne peut pas avoir, même si on peut attaquer.
On ne peut même pas gagner. L'avocat du président de la République, c'est lui le ministre. Non. Vous pensez qu'on peut aller où? Jules, il ne faut pas prêter d'intention. Non, ce n'est pas une intention. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, que ce n'est pas bon. Que pourquoi les bonnes dames, on va leur prêter d'intention pour dire, par sécurité, le monsieur, vous c'est différent. Le contexte est différent. D'intention à l'autre comme quoi. Non, chers invités, le Bénin, à l'heure des investissements lourds, il est question de la recherche, de la mobilisation des ressources. Oui. Le gouvernement béninois a opté pour la diversification des productions à l'interne avec une économie essentiellement fiscale que les Béninois commencent à avoir la culture de la fiscalité. Et lentement mais sûrement, les interpellations se font, mais aussi des orientations. Et vous qui êtes dans le milieu, comment trouvez-vous déjà les agrégats observés sur le terrain et le suivi? Non, moi, je me permets de prendre la parole. Hein. Oui. Ouais. Non, il faut dire, je dis, avec les réformes que nous avons poursuivies, parce que ce n'est pas de maintenant que les réformes macroéconomiques, non. Avec les réformes que nous avons poursuivies, sur le plan macroéconomique, nous avons au moins l'équilibre qui est réalisé et ce qui fait que actuellement nos relations sont harmonieuses avec les institutions de Bretton Woods qui sont des institutions catalysatrices de mobilisation de ressources. Ça, c'est clair. Donc, ceux qui disent que le pays, les bailleurs de fonds ont tourné le dos au Bénin, le Bénin n'est plus... Ça, c'est faux. Archi faux. 2, je reconnais qu'on a une loi, je suis en train d'apprendre qu'on a une loi PPP qui a certainement des problèmes. Puis mon contradicteur, c'est un opérateur économique, il est à l'extérieur, il côtoie beaucoup plus les gens. Moi, j'en ai côtoyé, on ne m'a pas dit. Non, lui, il a côtoyé, on a dit certainement qu'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, je crois qu'on doit voir le gouvernement, on va saisir par le canal approprié pour que le gouvernement... Parce que leur objectif, c'est de faire des investissements lourds, très ambitieux. Des investissements lourds, très ambitieux. Il y a aussi déjà du travail pour amener le grand nombre à cette culture d'accompagnement de la fiscalité. De loin, vous observez, de près aussi, quand vous faites un tour. Et c'est quoi, votre regard et peut-être des correctifs que vous pensez qu'il faut apporter? Moi, je ne vais pas parler technique, comme mon contradicteur vient de le faire, parce qu'il faut ramener... On a moins de 2 minutes. Oui. Comment? Oui, allez-y très rapidement, donc. Je ne voudrais pas que les populations ne comprennent pas exactement ce qu'on... On va ramener ça terre à terre. Oui. Okay. Lorsqu'on parle de fiscalité, les taxes, là, je prends un exemple, que le paysan de mon village pourrait comprendre. Lorsqu'on prend la taxe de contribution sur les recherches agricoles, par exemple, on prend ça. Et on prend, par exemple, le karité. La loi dit que ça fait 60 francs par kilogramme sur le karité et comment on appelle, les noix d'anacarde. Mais dans le même temps, le ministre a fait un arrêté. Et il a dit, sauf les intrants qui entrent en ligne de compte pour le coton. Et on a exonéré les intrants totalement. Maintenant, pour le coton, au lieu que ça soit 60 francs par kilogramme, pour tout, on a mis 10 francs par kilogramme. Ça, c'est les taxes qu'on veut aller chercher. Or, on connaît la masse, comment on appelle, la masse financière que représente le coton pour notre pays. Et on sait à qui appartient le coton dans ce pays. Maintenant, lui, au lieu de le taxer au même titre que les autres, on lui donne 10 francs par kilogramme et on laisse les autres et on les honoraire de toute taxe sur les intrants. Et c'est ça, on veut me parler de fiscalité, de taxes, et on veut répandre la richesse jusqu'au nord de mon pays. Je ne vois pas ça. C'est de ça que les populations vont comprendre. Lorsque nous parlons de relations harmonieuses avec les institutions de Bretton Woods, mon papa au village ne connaît pas ça. Les parents ne connaissent pas. On va dire les choses terre à terre. Voilà comment ça se fait. Tout est concentré pour le président de la République. C'est à son avantage. Il signe seulement. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a comment on appelle, une
un système qu'ils ont érigé ici. Lorsque un marché va en conseil des ministres, automatiquement, ce marché-là est d'office conforme à la loi. Comment ça? Mais oui. On reviendra là-dessus, mais chers invités, malheureusement, hein, je vous l'annonce, vous n'avez plus de temps du tout alors, mais avec la complicité du technicien, en 30 secondes, qu'êtes-vous tenté de dire? 30 secondes. Non, on n'a plus le temps. Plus de 30 minutes, je veux dire à la population. Est-ce que c'est la fin de l'émission? C'est la fin. À la population, à mes parents, que les réformes entreprises sont nécessaires. Nous les avons entreprises depuis longtemps. Et la situation de morosité qui est constatée provient d'un problème de fiscalisation progressive du secteur informel. Donc de garder espoir. Oui, juste. On ne va pas continuer de garder espoir tout en mourant chez soi. Donc il faut revoir la copie de cette action du gouvernement. Oui. Je souhaiterais que la lutte contre la corruption que le président est en train de faire en ces derniers temps, en intimidant tout le monde, montrant que on est en train de faire le nettoyage, c'est ce qui se passe. Je vais vous dire, ça c'est c'est un spectacle honteux qu'on est en train de faire. Lorsque on voit des immeubles qui appartiennent à des ministres à Paris. Votre mot de fin, on va revenir. Lorsqu'on voit des concours frauduleux et on ne peut rien faire par rapport à cela. Votre mot de la fin, on reviendra, ne vous en faites pas. On trouvera d'autres occasions pour revenir là-dessus. On a plus du tout ce que moi je vais demander à la population, je vous regarde directement dans les yeux. Tenez bon, n'espérez plus rien de ce gouvernement. Il faut tout faire pour rester debout face à ce gouvernement. Lorsque vous prenez vos casseroles désormais, contournez les rues, allez voir votre fils. Non, on ne va pas demander ça. On ne va pas demander ça. Merci, juste Flavius. Merci, juste Flavius. Merci à vous, chers invités. On ne va pas soulever la population du tout pas. Mathias Ndorombo, merci à vous, juste Flavius. Merci. Mesdames, Messieurs, oui, le temps est vite passé, malheureusement. En fonction de la disponibilité de nos invités, nous vous promettons, nous allons revenir sur le sujet tellement il est important. Le creuser à fond pour le bonheur de tous. Pour le numéro du jour, c'est donc terminé. Nous allons clôturer ce numéro-ci sur cette citation de l'artiste, poète et dramaturge français Albert de Musset. Pour triompher de tout, dit-il, il faut avoir présent à l'esprit que voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Avoir le courage d'agir. Nul ne fera votre bonheur sans votre pleine implication. Mesdames, Messieurs, la clé du succès, c'est désormais dans vos mains. Ce fut un plaisir de vous avoir tenu compagnie. À très vite.